Bonjour et merci de cette présentation. Donc, effectivement, la revue Diplomatie, à laquelle j'ai collaboré plusieurs fois ces dernières années, m'a demandé de traiter le sujet: y a-t-il une nouvelle course à l'espace? Alors, bien sûr, donc si vous pouvez avancer la diapositive. Voilà. Euh, la, la question se pose parce que finalement, l'espace, pour beaucoup de personnes, même des jeunes qui n'étaient pas là il y a 51 ans, quand s'est produit le premier atterrissage sur la Lune de Armstrong et Buzz Aldrin. Eh bien, c'est quand même, malgré tout, au panthéon de l'espace, je dirais, la mission Apollo 11 est vraiment la plus importante. Et la question, et d'une certaine manière, on peut avoir l'impression que depuis, l'espace fait un peu du surplace. L'homme a été sur la Lune entre 69 et 72. Les derniers astronautes américains sont partis justement en décembre 1972 pour la dernière fois de la Lune. Et depuis, eh bien, je dirais rien. Alors ça, c'est une vision qui est très, très limitée parce que, si vous, à l'époque, il y avait eu effectivement une course extrêmement spectaculaire entre les États-Unis et l'Union soviétique pour envoyer des hommes sur la Lune. Ça s'est passé sur un laps de temps très court, les années 60. Et cette, et, et à l'époque, l'espace, c'était essentiellement cette compétition entre l'Union soviétique et les États-Unis. Bon, mais la différence. Alors ensuite, effectivement, il n'y a pas eu de retour sur la Lune, mais bien au contraire, si on compare la situation qui existait en 1969 à celle qui existe aujourd'hui, eh bien, l'espace a une importance bien plus grande aujourd'hui qu'en 1969. En 1969, c'était juste une course avec une importance géopolitique considérable parce que la course à l'espace, dans les années 60, c'était vraiment le moyen pour les deux superpuissances de l'époque, qui étaient engagées dans une lutte pour la domination du monde, d'illustrer leurs capacités techniques et leur capacité militaire, parce que bien sûr, il y a une association qui se fait tout naturellement entre les deux. Alors on est aujourd'hui, alors je dirais, c'est ça, la question donc se pose toujours: est-ce que, eh bien, on n'a rien fait depuis? Ben, au contraire, on a fait beaucoup plus. Si je peux avoir la diapositive suivante. Cela étant, euh, oui, si vous pouvez, ouais. Cela étant, eh bien, malgré tout, donc l'Union soviétique a disparu. Maintenant, l'adversaire, si on peut dire, concurrent et en même temps partenaire pour beaucoup de choses entre les États-Unis, des États-Unis, c'est la Chine. Et il se trouve que la Chine a un programme spatial en pleine croissance et que ce programme spatial vise effectivement à envoyer à terme des hommes sur la Lune, et en attendant d'ailleurs à faire des missions robotiques sur la Lune qui sont très spectaculaires, comme celle qui est en train de se terminer, la mission Chang'e 5, qui a vu une sonde chinoise aller se poser sur la Lune, prélever des échantillons, repartir, et en ce moment elle est en route pour se poser en Chine dans les jours qui viennent. Donc ceci, un peu d'une certaine manière, renforce l'idée qu'il y a de nouveau une compétition, cette fois non plus entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais entre les États-Unis et la Chine. Et d'ailleurs, je dirais que la Chine alimente cette manière de voir les choses en déposant un drapeau chinois sur la Lune dans le cadre de la mission en cours, qui est une très belle mission scientifique, mais malgré tout, il y a ce symbole du drapeau chinois sur la Lune. Alors, diapositive suivante.
Et les États-Unis, de leur côté, après des tas de faux départs depuis 1969, plutôt 1972, eh bien, il y a eu plusieurs tentatives de programmes pour retourner sur la Lune. Eh bien, cette fois, effectivement, il y a un projet sérieux qui s'appelle le projet Artemis, qui a été lancé par le président Trump, dont le bilan spatial est plutôt positif, et avec un objectif rapproché, puisque l'idée, c'est d'envoyer de nouveau, cette fois une Américaine et un Américain, sur la Lune en 2024. Bon, on voit encore, voilà, l'illustration pour le projet Artemis. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un Américain sur la Lune, ou plutôt ce sera une Américaine, puisqu'on aura la première femme sur la Lune dans le cadre de cette première mission, Artemis, avec un drapeau. Donc on voit cette dimension géopolitique, mais je dirais que c'est vraiment c'est du théâtre, parce que l'espace, bien sûr, ce sont des programmes importants. Le programme Artemis, qui est l'héritage finalement de toutes les activités de vols habités aux États-Unis depuis la fin du programme Apollo. Il y a eu la navette, il y a la Station spatiale internationale, toute une série de systèmes ont été réalisés. Eh bien, l'héritage de ces systèmes est utilisé pour construire une mission plutôt coûteuse, hein, c'est 30 milliards de dollars, en plus du budget normal de la NASA, pour un retour sur la Lune en 2004, avec ensuite un objectif qui sera atteint plus tard, plutôt vers 2028-2030, qui serait l'installation d'une base sur la Lune pour commencer à exploiter la Lune. Et donc, ce programme est sérieux, mais il repose, je dirais que c'est un vieux programme dans la mesure où les systèmes qu'il utilise sont des systèmes qui sont un héritage du passé. Et du coup, je dirais que le problème, c'est que aussi bien comme les Chinois ont un programme d'envoi pour l'instant de robots, et ils ne se cachent pas plus tard d'envoi d'astronautes, eux ils appellent des taïkonautes sur la Lune, eh bien, et que les Américains ont ce projet Artemis, je dirais que tout ça fait de l'ombre ou masque la véritable dimension aujourd'hui de l'espace. Si je peux avoir la diapositive suivante. Voilà. Parce que en 1969, l'espace, il y avait très peu de choses. D'abord, il n'y avait que 2 puissances qui étaient dans l'espace. Depuis, eh bien, il y a beaucoup d'autres pays ou groupes de pays qui ont des activités spatiales importantes, en particulier l'Europe, par exemple, mais aussi le Japon, l'Inde et bien sûr la Chine. Mais il y en a encore bien le Canada. Et donc, maintenant, je dirais qu'il y a plus simplement les États-Unis et un concurrent géopolitique. Il y a beaucoup de pays et surtout, eh bien, en 1969, l'espace avait une importance très limitée sur le plan pratique. Mais aujourd'hui, en 2020, l'importance stratégique de l'espace est absolument vitale. C'est-à-dire, par exemple, tout le système militaire américain repose sur l'utilisation massive de moyens spatiaux, avec aussi bien pour la reconnaissance, pour l'écoute des signaux électroniques, ou bien pour la navigation, bien sûr, avec le système GPS, par exemple. Et donc, on peut vraiment dire que sans les satellites, la puissance militaire américaine perdrait pratiquement toutes ses capacités. Et le budget aujourd'hui que les Américains consacrent aux activités spatiales militaires, c'est le double du budget de la NASA. C'est plus de 40 milliards de dollars. Donc, aujourd'hui, il n'est pas possible d'être une superpuissance si on n'a pas des activités spatiales militaires. Et pour l'instant, les Américains ont vis-à-vis de la Chine dans ce domaine une avance considérable.
Et personnellement, je regrette que, par exemple, l'Europe ait des programmes, bien sûr, spatiaux militaires de qualité, mais beaucoup plus limités. Or, on ne peut pas, aujourd'hui, être une très grande puissance si on n'a pas des moyens spatiaux militaires considérables. Donc, alors, ce qui s'est passé à peu près dans le même mandat présidentiel, donc celui du président Donald Trump qui s'achève, non seulement il y a eu cette décision d'envoyer de nouveau des hommes sur la Lune avec le programme Artemis, hein, mais il y a eu surtout la création d'une 6e composante dans les forces militaires américaines, c'est l'United States Space Force. Alors, les programmes spatiaux militaires étaient très importants avant, mais là, le but, c'est vraiment d'avoir une force spéciale qui rassemble toutes les activités spatiales militaires des États-Unis, qui sont aujourd'hui partagées entre différentes autres forces, en particulier l'US Air Force, et donc de faire et en particulier de considérer que l'espace aujourd'hui est devenu un domaine de bataille. C'est-à-dire que s'il y avait une guerre, eh bien, cette guerre aurait une dimension spatiale et par conséquent, il y a, c'est dit spécifiquement dans le mandat de l'US Space Force, il s'agit d'être capable de se battre dans l'espace, de défendre des satellites, de pouvoir en attaquer d'autres et de maintenir la domination américaine sur l'espace. Et sincèrement, pour l'instant, cette domination, elle est extrêmement forte. Alors, il y a cette dimension militaire, mais aussi depuis 1969, 50 ans après, l'espace a pris une importance économique considérable. Et donc, c'est penser uniquement l'espace en termes de compétition entre la Chine et les États-Unis pour envoyer des astronautes sur la Lune, c'est vraiment voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Donc, si je peux avoir la diapositive suivante, le problème qui est d'une certaine manière pour pour ceux qui ne sont pas américains, c'est que la domination spatiale américaine est vraiment sans partage et on ne la réalise pas toujours. Mais je vous ai dit, le budget militaire spatial américain, c'est 70% des dépenses mondiales dans le domaine. Par ailleurs, vous prenez aussi par exemple le domaine de la science. La science spatiale a fait des progrès considérables avec des sondes qui ont été envoyées vers toutes les planètes du système solaire et vers certains de leurs satellites. Et puis avec des grands télescopes, avec aussi une découverte vraiment de l'environnement spatial, la science spatiale, les États-Unis sont de très loin ceux qui dominent la science spatiale, même si ils ont dans le cadre de coopération de remarquables partenaires, comme par exemple l'Europe, qui dans le cadre de coopération avec les États-Unis, non, si on peut rester encore sur la domination spatiale américaine, voilà. Et donc, dans tous les domaines, et puis, sur le plan économique, les États-Unis, en ce moment, sont en train, je dirais qu'ils n'avaient pas la même prééminence dans le domaine de l'espace et de ses applications économiques que dans le domaine militaire ou que dans le domaine scientifique. Mais maintenant, avec le phénomène dont je parlais tout à l'heure, qui est celui du New Space, ils sont en train de creuser un écart important que leurs partenaires ou concurrents doivent prendre en compte. Donc vraiment, il y a une domination spatiale américaine sans partage, mis en particulier, donc, et ceci, c'est un atout géopolitique considérable pour les États-Unis dans le monde actuel. Alors, si je peux avoir la diapositive suivante. Donc, j'ai effectivement l'Europe. L'Europe a des budgets beaucoup plus petits, hein, même si ces budgets ne sont pas négligeables du tout. Je veux dire, la NASA a un budget de l'ordre de 20 milliards de dollars par an. Le Pentagone a un budget spatial qui est plutôt de l'ordre de 40 milliards de dollars par an. L'Europe, c'est moins de 10 milliards de dollars pour toutes les activités, mais l'Europe tient bien son rang et je dirais que
à l'heure où on se pose quand même beaucoup de questions sur l'avenir de l'Europe, eh bien, s'il y a une réussite absolument incontestable en Europe, c'est son programme spatial. Parce que il n'y a aucun autre domaine en Europe où l'essentiel des ressources européennes sont gérées au niveau européen pour eh bien, tous les programmes spatiaux, le développement des technologies spatiales, qu'il s'agisse de la science ou bien des applications. Et, euh, à cela, il faut ajouter cette capacité d'indépendance en matière de transport spatial qui permet à l'Europe, avec les fusées Ariane, eh bien, et aussi la fusée Vega, eh bien, d'avoir son indépendance pour lancer ses propres satellites. Bon, l'Europe, je dirais, en point de vue budgétaire, elle est à un niveau bien inférieur, je dirais de l'ordre de 10 fois moins qu'aux États-Unis, mais elle a su construire une industrie de très haute qualité. Ces satellites sont vraiment au niveau technique des Américains. Et donc l'Europe tient vraiment bien son rang. Et encore une fois, c'est dû au fait que tous les pays qui sont membres de l'Agence spatiale européenne, hein, eh bien, mettent leurs ressources en commun pour les prendre. Il y a 70% des budgets spatiaux européens qui sont gérés au niveau de l'Agence spatiale européenne, avec maintenant un rôle de plus en plus important pour l'Union européenne, parce que l'ESA est une agence qui est séparée de l'Union européenne. Elle a été créée par son propre traité, mais il y a de plus en plus d'activités aussi au niveau de l'Union européenne, avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui joue le rôle vraiment de pilote technique de tous ces programmes. Donc l'Europe vraiment est un numéro. Je dirais qu'on peut considérer que si on essaie de faire une classification, un classement des puissances spatiales, il y a un incontestable numéro 1 qui sont les États-Unis, et puis il y a deux numéros 2 ex aequo, je dirais, avec des qualités différentes. Alors la Chine, elle est très bonne donc pour, en particulier maintenant, l'exploration robotique du système solaire, elle commence. Et puis les vols habités, puisque la Chine a un programme de vols habités significatif. Elle va assembler une station orbitale autour de la Terre vers 2022. Et puis, donc, elle a ce programme lunaire et qui n'a pas encore été définitivement approuvé, mais qui devrait conduire des taïkonautes sur la Lune vers 2030. Bon, mais la Chine n'est pas au niveau technologique de l'Europe pour ce qui est des satellites et des applications spatiales ou de l'espace commercial. Donc, je dirais que là, il y a un deuxième numéro 2 qui est sur le plan technologique pratiquement l'alter ego des États-Unis, qui est vraiment l'Europe. Et je dirais que ça peut être une fierté pour l'Europe d'avoir été capable de faire cela. Il faut simplement espérer que ça se poursuive et que même ça soit de mieux en mieux. Il y a donc, comme je me répète, mais c'est très important, il n'y a aucun autre domaine d'activité en Europe dans lequel 70% des moyens européens sont gérés au niveau de l'Europe. Vous savez très bien que le budget de l'Union européenne, c'est de l'ordre du pourcent du PIB des pays de l'Europe. Là, on est 70%. Donc, c'est vraiment assez exceptionnel. Alors, les autres puissances, le Japon, ce serait un peu, on pourrait le comparer à l'Europe, parce que sur le plan technologique, il est assez proche de l'Europe. Mais le Japon n'a jamais été capable de vendre ses services spatiaux, ses satellites. Donc, ça serait comme une Europe qui n'aurait pas de succès commercial. Sur le plan technologique, ils sont plutôt bons. Mais aussi, vous savez très bien que le Japon est d'une certaine manière toujours sous une tutelle américaine. Donc, il n'a pas pu, au moins dans le passé, faire ce qu'il voulait. L'Inde est un pays très intéressant. Ils ont leur programme de lanceurs. Ils ont d'excellents satellites. Mais je dirais que c'est quand même loin derrière les États-Unis, l'Europe et la Chine. Donc, vous avez donc ces trois pays, ou groupes de pays pour l'Europe,
qui dominent avec vraiment la Chine et l'Europe sont sont excellentes dans des domaines différents. La différence, c'est que malgré tout, la Chine, même si elle n'a pas encore rejoint au niveau technologique les États-Unis ou l'Europe, la Chine a l'ambition de devenir une superpuissance spatiale au niveau des États-Unis. Mais comme vous le savez, les Chinois prennent leur temps. On ne peut pas parler, même pour ce qui est de la Lune, on ne peut pas parler de course, parce que les Chinois vraiment avancent de manière, je dirais, tranquille, en ayant conscience que l'avenir est à eux. Il n'y a pas un crash programme en Chine pour envoyer des hommes sur la Lune. Ils iront quand ils seront prêts. Avec leur développement économique, avec leur développement technologique aujourd'hui, qui est quand même très impressionnant, ils ont une grande confiance sur le fait que dans le futur, 2050, peut-être plus tard, eh bien, ils se hisseront au rang des États-Unis dans l'espace comme dans l'ensemble des activités économiques et technologiques. Et je dirais, il y a une philosophie de la Chine qui est très différente de la nôtre de ce point de vue-là. La Chine a conscience que dans le très long terme, elle finira par prendre le pas sur les États-Unis et par dominer le monde. Bon, je ne suis pas absolument sûr qu'ils aient raison, j'espère bien que non d'ailleurs, mais enfin, cette vision, on la retrouve dans le programme spatial parce que, encore une fois, par exemple, ils ont un programme de vol habité significatif, mais ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas lancé un taïkonaute. Ils prennent leur temps, ils avancent, ils ont confiance et ils mettent de plus en plus de moyens, ils développent leurs moyens spatiaux militaires aussi. Ils sont très loin des États-Unis, mais là aussi, dans le domaine spatial, ils pourraient avoir une stratégie du faible au fort. C'est-à-dire que le système américain est tellement complexe en orbite qu'après tout, il doit être possible, avec des moyens beaucoup plus faibles, de le rendre inopérant. C'est la stratégie classique du faible au fort que l'on connaît bien en France. Et les Chinois pourraient, dans un conflit qui s'étendrait à l'espace, jouer cette carte à l'heure actuelle où ils ne sont pas du tout au niveau des États-Unis. Si je peux avoir la diapositive suivante. Voilà. Alors, je voudrais insister sur le fait que je parlais de l'importance économique et sociale, finalement, de l'espace, à côté des aspects géopolitiques qui sous-tendent les grands programmes spatiaux habités, à côté des grands programmes spatiaux militaires que les États-Unis. Eh bien, l'espace est devenu, au cours des dernières décennies, un outil absolument fondamental pour observer la Terre, la surveiller. Et à l'heure où l'on veut, bien sûr, suivre de très près ce qui se passe dans le domaine du changement climatique, dans le domaine de la dégradation de l'environnement, seuls les satellites ont cette couverture mondiale et cette panoplie d'instruments qui permet de mesurer énormément de paramètres pour suivre l'évolution du climat et pour surveiller eh bien, les atteintes à l'environnement. Et ça, c'est fondamental. Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, le répète toujours. Sur les 50 et quelques paramètres fondamentaux pour comprendre et suivre le changement climatique, il y en a la moitié qui ne peuvent être accessibles que depuis l'espace. Et là, ce que vous voyez, c'est justement une belle réalisation européenne, réalisée d'ailleurs avec une coopération importante des États-Unis. C'est le satellite Sentinel-6A, qui est un satellite d'observation donc de la Terre, qui a été lancé il y a quelques semaines par une fusée de Falcon de SpaceX depuis la Californie, et qui est une pure merveille. Et c'est ce genre de satellite qui va, si l'environnement politique permet de faire des progrès dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, d'apporter les données concrètes permettant de surveiller ce qui se passe autour de la Terre. Donc, et là, vous voyez un magnifique satellite, vraiment de la technologie européenne dans ce domaine et largement au niveau américain. Diapositive suivante, voilà. Et puis, il y a un domaine dont on a entendu
ça fait longtemps qu'on en dispose, c'est bien sûr le rôle des satellites pour les télécommunications globales. Cela étant, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années avec l'émergence. Normalement, les satellites qui sont utilisés pour les télécommunications, eh bien, ce sont des satellites qui sont placés en orbite dite géostationnaire, à 36 000 km au-dessus de l'équateur, et qui constituent un peu comme le sommet de gigantesques tours de communication, qui paraissent immobiles depuis le sol, et qui ont permis vraiment de globaliser les télécommunications. Hein. Les premières émissions mondiales ont été retransmission mondiale qui a été celle des Jeux Olympiques de 1968 sont passées par satellite et depuis bien l'établissement de réseaux mondiaux de télécommunications, c'est passé par les satellites avant qu'arrivent bien sûr les fibres qui aujourd'hui dominent cette activité. Mais en ce moment, il y a une révolution qui est en train, semble-t-il, de se passer, c'est celle dite des méga-constellations, c'est-à-dire près de la Terre, vous mettez en orbite des centaines ou des milliers de satellites qui sont qui devraient être utilisés pour apporter du haut débit partout dans le monde, absolument partout dans le monde. Et là, vous voyez un satellite de la constellation SpaceX, Starlink de SpaceX, qui aujourd'hui, SpaceX en a déjà déployé 950. Le commissaire européen, Thierry Breton, soutient l'idée d'une méga constellation européenne. Amazon a le projet d'en faire une qui s'appellerait Kuiper, et ceci peut faire que le satellite n'apportera pas le haut débit dans les villes, bien sûr, mais vous savez, il y a énormément de zones blanches, même chez nous en Europe, et bien sûr, si on va vers d'autres continents, eh bien, ces zones non couvertes par le haut débit sont très très nombreuses, et ces méga constellations pourraient être une solution et vraiment constituer un nouveau marché immense pour les télécommunications spatiales. La connectivité globale du futur utilisera très certainement largement les moyens spatiaux. Alors, la diapositive suivante. Alors, malgré tout, donc je disais l'idée même d'une course à la Lune comme étant le facteur dominant en ce moment de l'espace, entre les États-Unis et la Chine, c'est une vision extrêmement réductrice. Eh bien, on peut se poser une autre question. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une compétition entre bien, le secteur spatial traditionnel, et en particulier les grandes agences comme la NASA ou l'Agence spatiale européenne, et puis des nouveaux acteurs qui sont des investisseurs, des entrepreneurs qui sont issus non pas du monde de l'espace ou de l'aéronautique, mais qui sont issus du monde du logiciel, du monde de la Silicon Valley. Alors là, aujourd'hui, il y en a deux qui dominent cette activité qu'on appelle New Space, c'est l'espace entrepreneurial. Alors à gauche, là, vous avez Elon Musk, hein, et Elon Musk, et de l'autre, à droite, c'est Jeff Bezos. Alors, Elon Musk a créé une société spatiale en 2002 qui s'appelle SpaceX, et Blue Origin avait créé, plutôt Jeff Bezos a créé en 2000 une société appelée Blue Origin. Alors, il y a une grosse différence, c'est que Elon Musk, eh bien, sa société, c'est l'essentiel de son activité. C'est lui-même qui s'en occupe, qui est le chef ingénieur, je dirais l'ingénieur en chef, en même temps que l'entrepreneur, l'investisseur, tout ce que vous voulez. Même s'il a mis au départ qu'une mise assez limitée, puisque de 100 millions de dollars. Et puis, comme vous le savez aussi, Musk, un peu plus tard, il a créé une société automobile qui s'appelle Tesla et qui est aujourd'hui la société automobile qui est entièrement tournée vers la mobilité électrique et même, je dirais, la révolution énergétique
électriques, hein, parce qu'il n'y a pas que des voitures, il y a aussi d'énormes batteries pour le stockage des énergies alternatives qui ne sont pas disponibles tout le temps. Donc Musk aujourd'hui a SpaceX qui marche admirablement bien, par ailleurs bien sûr Tesla, et donc SpaceX aujourd'hui devenu, qui n'existait pas donc en 2002, est devenu pratiquement le principal acteur industriel du spatial aux États-Unis, en tous les cas un des principaux. Jeff Bezos c'est différent, lui il a créé Amazon. Et puis, comme ça, il est devenu très riche avec Amazon, je vais y revenir dans un instant, eh bien, et qu'il est passionné d'espace à titre personnel. D'ailleurs, les deux hommes sont passionnés d'espace un peu pour les mêmes raisons. Ce sont je dirais, des fous de science-fiction qui ont absorbé des quantités de livres de science-fiction invraisemblables et pour lesquels, pour tous les deux, l'avenir de l'humanité est dans l'espace. Donc, alors, Jeff Bezos a créé Amazon, il a donc créé sa société, et sa société, il la finance tout seul. Parce que la société de Musk vend des services, comme aussi bien au Pentagone, à la NASA, aux clients commerciaux. En revanche, la société de Jeff Bezos, Blue Origin, bien que plus ancienne que SpaceX, elle n'a encore rien vendu du tout parce qu'elle est entièrement financée de la poche de Jeff Bezos qui a investi plus de 10 milliards de dollars dedans. C'est donc différent, mais il se trouve aussi un autre phénomène qui est arrivé récemment, c'est que ces deux hommes passionnés d'espace, qui ont des sociétés spatiales entrepreneuriales qui représentent certainement une bonne partie de l'avenir de l'espace, ces deux hommes sont les deux plus riches du monde. Jeff Bezos numéro 1 et Musk numéro 2. C'est quand même assez étonnant de voir que les deux hommes les plus riches du monde, leur passion, c'est l'espace. Je pense que c'est assez significatif. Si je peux avoir la diapositive suivante. Alors, là, je voudrais en profiter pour peut-être mettre fin, du moins dénoncer une vision qui est complètement fausse. On dit, Musk ou Bezos, eh bien, ce sont des milliardaires et l'espace, c'est un peu leur hobby. Mais c'est après tout des folies de milliardaires. Bon, mais c'est complètement faux parce que il y a une énorme différence. D'ailleurs, il y a une énorme différence entre, de ce point de vue-là, les États-Unis et malheureusement l'Europe. C'est que les deux sociétés, les deux hommes plutôt, ont construit des sociétés, donc SpaceX et Tesla d'un côté, Amazon et Blue Origin de l'autre, hein, mais en partant de rien. C'est-à-dire que ce ne sont pas des héritiers. Et sur cette image que vous voyez, c'est le bureau de Jeff Bezos au tout début d'Amazon, donc vers 1995, c'est-à-dire il n'y a jamais que 25 ans. Eh bien, Bezos avait un petit bureau dans un pavillon à Seattle et il mettait lui-même, puisqu'il avait développé du e-commerce dans le domaine des livres, il mettait lui-même les livres dans les enveloppes et il les portait à la poste. Et ce qui est extraordinaire, c'est que eh bien, cette société créée donc, il y a 25 ans, aujourd'hui est la plus grande société, la société la plus valorisée au monde, ou le deuxième après Apple. Et cette société est absolument gigantesque, elle a plus d'1 million d'employés. On a beaucoup critiqué récemment en France Amazon, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces entrepreneurs, ce ne sont pas des milliardaires au départ qui ont eu qui ont eu des danseuses, en l'occurrence des sociétés spatiales. Non, ils sont partis de rien. Musk est parti d'un investissement initial d'une petite société de logiciels avec 2000 dollars. Jeff Bezos est parti avec 100 000 ou 200 000 dollars prêtés par la famille et par des amis. Donc, c'est ça d'ailleurs un peu le miracle de la Silicon Valley ou du secteur entrepreneurial aux États-Unis, c'est cette capacité de croître très vite qu'on retrouve évidemment dans tous les GAFA. Et moi, je considère que, bien sûr, ce que je regrette le plus, c'est que, si vous voulez, en l'an 2000,
il y avait un agenda de Lisbonne qui disait que l'Europe devait être, en gros, dominer l'économie du numérique. 20 ans en 2020, l'Europe ne domine pas l'économie du numérique, mais des sociétés qui n'existaient pas ou à peine en l'an 2000, eh bien, dominent complètement le numérique et sont devenus des géants. Et c'est cette capacité à permettre à des entrepreneurs de développer des sociétés qui vont croître extrêmement vite, qui vont passer le stade de licorne, c'est-à-dire une valorisation d'1 milliard de dollars, puis après de super licorne, de titan, pour arriver à cette valorisation de plus de 1 000 milliards de dollars pour certaines d'entre elles aujourd'hui, en 2 décennies ou moins. Si vous regardez Facebook, si vous regardez Google, c'est moins. Et donc, ce ne sont pas du tout des héritiers qui étaient milliardaires et qui dépensent leur argent un peu sans vraiment réfléchir. Non, ils sont partis de rien. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 2 hommes qui sont partis de rien, comme d'ailleurs pratiquement tous les patrons, les entrepreneurs qui ont créé ces sociétés du monde digital qui dominent aujourd'hui le monde, eh bien, ces entrepreneurs, eh bien, ils sont partis de très peu de choses. Mais l'environnement leur a permis de se financer, de garder le contrôle de leur société et d'avoir des taux de croissance à 2 chiffres, ce qui est absolument essentiel. Si vous n'avez pas un taux de croissance considérable, vous ne risquez pas de devenir en 20 ans la première société du monde. Bref, diapositive suivante. Alors, la question, on dit, bah oui, maintenant, la NASA, c'est après tout, je le disais tout à l'heure, le programme Artemis, c'est l'héritage du passé, c'est des vieilles technologies, ça coûte très cher. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir maintenant une compétition entre le champion du New Space, qui est SpaceX, hein, avec ses lanceurs, avec ses vaisseaux habités, eh bien, est-ce que SpaceX ne pourrait pas être un concurrent pour la NASA? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une course entre le public et le privé? C'est une question complètement absurde, parce que si SpaceX a pu se développer, c'est parce qu'il a été soutenu par la NASA, qui lui a passé des contrats qui lui ont permis d'investir, de se développer. Et là, ce que vous voyez là, c'est le premier équipage de 4 personnes transporté vers la Station spatiale internationale par un vaisseau construit par SpaceX qui s'appelle le Crew Dragon. Et le Crew Dragon, il a été fait par SpaceX, mais sur financement de la NASA. C'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas du tout une compétition, il y a une complémentarité. Hein. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Donc là, effectivement, on a quand même une société qui en 2002 existait à peine, qui a construit une fusée, le Falcon 9, qui a des capacités, qui est capable d'être récupérée, réutilisée. Il y a 2 jours, il y a eu un lancement d'un satellite de télécommunication avec un booster de SpaceX qui avait déjà servi 6 fois. Donc, SpaceX a vraiment fait quelques révolutions techniques tout à fait remarquables. Ils n'existaient pas en 2002, ils ont réalisé cette fusée Falcon 9 qui est remarquable, la plus grosse fusée du monde qui est le Falcon Heavy, des vaisseaux pour transporter du cargo et des vaisseaux pour transporter des hommes. Encore une fois, en 2002, ils n'existaient pas. Donc, je suis persuadé d'une chose, c'est que si on avait choisi de le faire, on aurait pu le faire en Europe parce qu'on a les talents, on a les compétences, mais on n'a pas l'environnement qui permet à une société entrepreneuriale d'apparaître, de croître et d'arriver à ce résultat remarquable. Cela étant, donc, ce qui peut se passer, il n'y a pas de compétition, mais en revanche, je disais, la NASA repose encore pour ce programme Artemis, sur l'héritage du passé. De plus en plus, on peut penser que la NASA, pour éviter des dépenses absolument monstrueuses comme les 30 milliards de dollars du programme Artemis, pourrait se tourner vers de nouveaux entrepreneurs, parce qu'il n'y a pas que Musk et Bezos. Hein. Il y a toute une série il y a tout un tissu entrepreneurial de l'espace américain, du New Space. Et donc, après tout,
une chose qui peut se passer, c'est que la NASA, à terme, devienne une agence qui achète des services à des entrepreneurs ou à des industriels qui ont su avoir une révolution sur le plan managérial, sur le plan de leurs activités. Et là, vous voyez par exemple un projet qui serait le Starship. En ce moment, SpaceX est en train de développer un tout nouveau lanceur qui est conceptuellement tout à fait révolutionnaire, qui serait un lanceur géant, très peu cher, entièrement réutilisable, qui s'appelle le Starship. Et là, c'est une version du Starship qui servirait à déposer des astronautes américains sur la Lune. Et donc, on peut imaginer que si se reposer sur l'héritage, c'est pas suffisant, eh bien, la NASA se tourne vers ces entrepreneurs. On peut aussi rêver que l'Europe donne la chance à des entrepreneurs de spatial aussi de trouver leur place. Et ça serait quand même une chose remarquable. Alors, bien sûr, s'il y a une différence aussi, c'est que pour des raisons, je dirais, culturelles, les agences spatiales classiques ou les acteurs classiques sont un peu, je dirais, timorés, n'osent pas afficher des visions grandioses à très long terme, tout simplement parce que leur financement vient des contribuables et que leurs responsables ont peur un peu d'effrayer les contribuables ou d'effrayer les structures qui les financent sur le plan étatique. Mais en revanche, les entrepreneurs du New Space ont des visions à très long terme, n'ont pas peur de les afficher, et c'est le cas en particulier donc de SpaceX, puisque bien sûr l'objectif affiché dès le départ par Elon Musk, indépendamment du fait de bâtir un business extrêmement rentable dans le domaine spatial traditionnel, c'est de créer une société, de créer une base sur Mars, et beaucoup plus que ça, d'installer sur Mars des villes, une société qui soit capable de survivre indépendamment de la Terre, au cas où sur la Terre se produiraient des catastrophes qui peuvent être des catastrophes industrielles. On peut penser, ou des catastrophes imaginons un instant malheureusement qu'une pandémie comme celle qu'on vit en ce moment soit avec des virus bien plus nocifs que le coronavirus. Eh bien, le raisonnement de Musk, qui est un raisonnement qui avait été mis en avant par d'autres personnes auparavant, c'est de dire, eh bien, il faut qu'il y ait une alternative. Si jamais, pour une raison ou une autre, la société terrestre, avec toute sa culture, tous ces fruits d'une évolution qui s'est étalée sur des millions d'années, eh bien que cette civilisation humaine, cette culture humaine puisse être préservée et se poursuivre si une catastrophe se produit sur la Terre. Un très grand visionnaire de l'espace, un très grand scientifique qui s'appelait Carl Sagan, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelait Cosmos, qui a donné une série télévisée très magnifique qui s'appelait aussi Cosmos. Eh bien, Carl Sagan disait, si les dinosaures ont disparu, c'est parce qu'ils n'avaient pas inventé le voyage spatial. Donc, si on prend ça au mot, on peut dire, il faut aller sur Mars. Pourquoi Mars? Parce qu'a priori, de toutes les planètes et de tous les lieux du système solaire, Mars est l'endroit qui, d'une certaine manière, ressemble plus à la Terre. C'est une planète qui, bien sûr, il y fait beaucoup plus froid, l'atmosphère est très peu dense, mais les jours durent 24 heures. Elle est 2 fois plus loin que le Soleil, que nous, elle est plutôt 1,5 fois plus loin que nous du Soleil, mais malgré tout, Mars a des paysages aussi absolument magnifiques. Il y a de l'eau dans le sous-sol, où il est même possible que la vie soit apparue dans le passé sur Mars. C'est un endroit qui fait rêver, qui est d'ailleurs au centre aujourd'hui à la fois de tous les programmes
spatio-scientifiques. Il y a en ce moment toute une série de sondes qui sont en route pour aller se poser sur Mars. Donc Mars, c'est vraiment le grand sujet avec cette question, est-ce que la vie est apparue? Et pour Musk, l'autre question qui est, est-ce qu'on pourrait s'installer sur Mars, en faire une espèce de Terre 2.0, non pas simplement pour s'y installer, mais pour créer un deuxième centre qui soit complètement indépendant du premier et qui survive à toute catastrophe capable d'anéantir la civilisation sur la Terre, que ce soit un astéroïde, une pandémie, une guerre nucléaire, parce que malheureusement ce n'est pas quelque chose que l'on peut écarter. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que Elon Musk et Jeff Bezos a une vision un peu différente, mais pour Jeff Bezos, l'avenir de l'humanité, c'est dans l'espace. Il faut préserver la Terre et déplacer beaucoup des activités, en particulier polluantes, dans l'espace. Ces deux hommes pensent que l'avenir de l'humanité est dans l'espace. Et Musk, tout en développant, comme je l'ai dit, un business extrêmement solide dans le domaine spatial sur la Terre, comme il développe d'ailleurs un business qui permet de favoriser la transition vers une économie électrique dans le monde, basée sur l'électricité, les électricités renouvelables dans le monde. Musk, en même temps, poursuit cette vision à très long terme. Son idée, c'est qu'en 2100, il faudrait qu'il y ait une population d'1 million de personnes installées sur Mars. Et c'est pour ça qu'il construit ce lanceur géant qui, sur le plan technologique, est extraordinairement innovatif. Et là, vous voyez sur l'écran, vous voyez, oui, ah oui, j'ai pas fait avancer la diapositive. Voilà, hop. Voilà, la diapositive suivante, voilà, et encore la diapositive suivante, voilà. Donc là, j'ai pris mon discours, après l'avant. Voilà, donc on voit les Starships qui sont posés sur Mars, et donc ça, c'est la grande ambition d'Elon Musk d'envoyer des hommes sur Mars. Pas plus que les hommes sur Mars, mais de créer un deuxième pôle de civilisation humaine sur Mars. Donc ces entrepreneurs ne sont pas en compétition avec les agences, mais peuvent se permettre d'avoir une vision à très long terme de l'espace que les agences ou les industriels plus traditionnels ne peuvent pas se permettre d'avoir, je dirais, encore une fois, parce que il faut qu'ils justifient l'utilisation de l'argent du contribuable, alors que là, par exemple, le Starship, c'est un investissement de SpaceX sans aucun support pour l'instant de la part d'agences ou d'autres agences. Bon, voilà, donc avec Charles Chatelain, on a essayé non pas tellement de parler de ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est-à-dire de la course entre la Chine et les États-Unis, du paysage, de l'environnement géopolitique, économique de l'espace aujourd'hui, de son importance, et aussi donc de l'émergence de ces entrepreneurs qui ont une vision à très long terme. Là, c'est une autre image, si vous mettez la diapositive suivante. Voilà, donc avec Charles Chatelain, on a écrit un livre, donc Le destin cosmique de l'humanité, qui va au-delà de ces questions actuelles et qui essaie de placer l'évolution de l'espace dans plutôt le développement des activités spatiales dans une perspective évolutionniste et d'analyser les raisons pour lesquelles, eh bien, aujourd'hui, les entrepreneurs ont cette vision d'une humanité qui prend la route de l'espace, qui s'installe ailleurs, d'abord sur Mars, mais peut-être ensuite au-delà. Et vous avez ici sur l'image, vous avez un Starship, un prototype, et puis la couverture de ce livre qu'on a publié chez Odile Jacob au début de cette année. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre.
Merci beaucoup, monsieur Dupas. On a déjà beaucoup de questions que je n'ai pas eu le temps de voir parce qu'on avait le plein écran de mon côté. Alors, je vais regarder rapidement. Sarah qui pose la question suivante. D'après vous, la Chine est le plus grand concurrent des USA. Pourquoi l'ouverture du marché spatial américain aux entreprises privées n'est-elle pas une preuve que la Chine est encore beaucoup trop en retard pour être qualifiée de concurrent, sachant qu'il peine encore à développer son marché privé? La Chine est quand même un cas très particulier parce que je parlais tout à l'heure des GAFA. La Chine a pris une position extrêmement simple, elle a interdit les GAFA aux États-Unis et elle a créé ses propres GAFA sur son marché intérieur, ce qu'on appelle les BATX. Et par conséquent, avec un modèle économique et politique très différent, la Chine va essayer manifestement de créer, est en train d'essayer de créer un New Space en Chine qui sera différent, mais avec le soutien des autorités politiques. Je pense que ça ne sera jamais comme les États-Unis, puisque justement il y a un système politique qui est complètement différent. Mais vous savez, là, par ailleurs, la Chine, il se trouve que la Chine, elle a des lanceurs, etc., mais elle a des satellites, mais les Américains l'excluent complètement de toutes les activités, je dirais, en Occident qui utilisent des composants américains. Donc pratiquement, les États-Unis refusent à la Chine de venir sur les marchés spatiaux sur lesquels nous, les Européens, les Japonais, etc., on agit. Mais je pense que la Chine va développer son propre New Space avec sa propre approche, comme elle a été capable de développer des alternatives aux GAFA. Donc, moi, je suis assez inquiet de cette évolution parce que la puissance chinoise et la technologie chinoise progressent très vite, mais derrière une espèce de mur, de muraille, une muraille de Chine. Et je pense qu'ils vont développer eux aussi l'équivalent d'un New Space avec des caractéristiques spécifiques à la Chine et à son système économico-politique. Alors, vous avez parlé de l'Inde un petit peu, mais Dany demande qu'en est-il des programmes spatiaux de la Russie et de l'Inde? Sont-ils plus avancés que ceux de l'Europe? Alors, parlons d'abord de la Russie, parce qu'après tout, la Russie, c'est l'héritière spatiale de l'Union soviétique. Alors, d'une certaine manière, la Russie a été capable de conserver un bon niveau technique dans le domaine spatial depuis la chute de l'Union soviétique, donc depuis maintenant 30 ans. Mais elle n'est plus capable de développer de nouveaux systèmes. C'est-à-dire que ces systèmes spatiaux sont en obsolescence, il n'y a pas de nouveaux lanceurs, il n'y a pas de nouveaux vaisseaux pour transporter des astronautes. Quand la Russie transporte des astronautes vers la Station spatiale internationale, ce sont dans des vieux Soyouz, et le Soyouz, il a été conçu en 1962. Donc, si vous voulez, la Russie, malheureusement, est je dirais, une puissance spatiale en voie d'obsolescence et d'extinction. L'Inde, c'est très différent. L'Inde a une remarquable technologie, en particulier en matière de numérique, hein, il faut quand même bien le voir. Et puis l'Inde n'est pas du tout dans la situation chinoise. L'Inde est un pays qui est vraiment intégré au monde occidental. Et ils ont des bons lanceurs. D'ailleurs, la France a coopéré au début du programme spatial indien, en particulier pour le développement de lanceurs. Leurs satellites sont de qualité, mais ils n'ont pas du tout. Ils envisagent d'ailleurs aussi d'envoyer des hommes dans l'espace, mais ils n'ont pas du tout une ambition globale, comme peut l'avoir la Chine. Et je dirais que c'est un acteur
significatif, mais sans ambition globale et avec malgré tout une technologie qui n'est pas au niveau de la technologie européenne. Et alors la question qui vient, pour revenir en France, que doit la France dans tout ça, que doit l'industrie européenne au savoir-faire français? Ben, si vous voulez, pendant longtemps, l'espace en Europe avait un moteur. Et ce moteur, c'était la France. La France, vraiment, a été la première puissance sous du temps de Gaulle, puissance en dehors de l'Union soviétique et des États-Unis, a créé un centre d'études spatiales, national d'études spatiales, le CNES, à soutenir la création de ce qui est devenu l'Agence spatiale européenne, a affirmé la volonté d'indépendance de l'Europe pour accéder à l'espace, c'est-à-dire en créant la fusée Ariane et la société qui la commercialise, c'est Ariane Espace, et aussi en créant un tissu industriel de qualité avec les deux grands industriels, par exemple, qu'on a, qui sont Airbus Defence and Space et puis Thales Alenia Space. Donc, mais les choses sont un peu différentes aujourd'hui. La France a une grande période au milieu des années 80. Elle avait un projet d'une fusée, une grosse fusée, c'est Ariane 5 qui marche. Elle avait un projet d'un véhicule spatial, d'un avion spatial habité Hermès. Elle y a renoncé et je dirais que malheureusement, la France a perdu l'ambition d'entraîner l'Europe vers des projets ayant une grande portée géopolitique. Donc malgré tout, la France a le premier programme spatial militaire en Europe, même s'il est très petit par rapport au programme américain. Et l'Europe et la France a perdu largement cette ambition, mais elle conserve d'excellentes compétences techniques, une très très bonne industrie. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu quand même une très forte montée de l'Allemagne, qui n'a pas, on le voit bien aussi dans le secteur de la défense, exactement la même conception de l'importance géopolitique d'un domaine, l'Allemagne, et puis aussi l'Italie, qui est un pays qui a un excellent programme spatial et qui est très actif. Donc la France reste vraiment, je dirais, la première puissance spatiale en Europe, mais elle n'a plus la force d'entraînement qu'elle avait il y a 30 ans. Alors Romain demande, peut-on imaginer un Xavier Niel suivre la voie d'un Jeff Bezos, j'imagine, ou Elon Musk? C'est une excellente question parce que parfois je me demande qui en Europe pourrait être un entrepreneur à la Silicon Valley. Et le nom qui vient à l'esprit, c'est bien sûr Xavier Niel. Maintenant, il faut deux choses. D'une part, il faut une passion personnelle pour l'espace. Cette passion, elle existe chez Musk ou chez Bezos. Je ne sais pas du tout si Xavier Niel a le moindre intérêt pour l'espace. D'autre part, il faut un marché. SpaceX ne se serait jamais développé s'il n'y avait pas l'énorme marché domestique américain avec les 20 milliards de dollars de la NASA et les 40 milliards de dollars du Pentagone. Donc, si vous voulez, donc aujourd'hui, il y a oui, il faudrait quelqu'un qui ait la vision entrepreneuriale, les capacités entrepreneuriales d'un Xavier Niel, mais il faudrait quelqu'un qui en même temps soit passionné d'espace. Et pour l'instant, les très grandes fortunes en Europe, en dehors sont plutôt des fortunes d'héritiers. Un pays dont vous n'avez pas parlé, je crois, la Corée du Nord. C'est une question de Louis. Le pays a un programme spatial qui est essentiellement en vue d'obtenir la technologie des lanceurs de missiles. Cependant, la Corée du Nord est un des seuls pays qui peut se vanter d'avoir un intranet. On peut envoyer un message de Corée du Nord vers la Corée du Nord
sans passer par des serveurs américains? Y a-t-il des velléités nord-coréennes concernant une dimension plus pratique de l'espace? La Corée du Nord pourrait-elle un jour envoyer un satellite à la disposition de la population privilégiée du régime à des fins de GPS, communication ou autre? La Corée du Nord, c'est quand même un gros point d'interrogation, hein. Effectivement, c'est une bonne question. La Corée du Nord a malgré tout, aujourd'hui, pour s'affirmer sur la scène internationale, la volonté de développer des bombes nucléaires et des vecteurs pour ces bombes nucléaires, en l'occurrence des missiles. Maintenant, elle peut aussi effectivement décider de faire des satellites. Je les verrais plutôt pour des applications militaires. Par exemple, être capable de faire de la surveillance de ses voisins. Cela étant, la Corée du Nord peut peut-être pas faire tout à fait ce qu'elle veut parce qu'elle est quand même sous perfusion pour certaines choses de la Chine. Et je ne pense pas que la Chine laissera la Corée du Nord faire des choses qui pourraient gêner sa propre stratégie à long terme. Mais pour l'instant, je dois dire que malgré tout, les missiles nord-coréens ne sont quand même pas encore très impressionnants et les explosifs nucléaires nord-coréens ne sont pas non plus très impressionnants pour l'instant. Ce sont deux atouts que la Corée du Nord met en avant pour essayer de garder sa place et surtout de maintenir un régime qui est quand même assez particulier, parce que c'est quand même une dynastie bien sûr communiste, et je pense que malheureusement le peuple nord-coréen vit sous un joug qui est vraiment tout à fait intolérable, mais on ne peut pas y faire grand-chose, manifestement. Et d'ailleurs, encore une fois, je vois plutôt la Corée du Nord utiliser l'espace pour maintenir cette position géopolitique. Pour revenir à la Chine, Clara demande si l'exclusion de la Chine de la Station spatiale internationale peut être considérée comme un facteur qui pousse à la compétition avec les États-Unis. Je dirais non. Je dirais que c'est... Donc, il y a eu un tournant qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, qui est qu'à l'époque, les lanceurs chinois pouvaient lancer des satellites occidentaux, américains, par exemple les satellites d'une constellation qui s'appelait Iridium. Et il y a eu des problèmes, je dirais, de sécurité qui se sont posés et les États-Unis, à ce moment-là, ont interdit le lancement ou même le transport en Chine d'équipements qui ont comporté des composants américains. Alors, aujourd'hui, c'est quand même très difficile de trouver un système spatial qui n'ait pas des composants américains. Donc la Chine est exclue du marché commercial. Maintenant, je ne pense pas du tout que la Chine ait envie de rejoindre la Station spatiale internationale. La Chine veut avoir son propre programme. Pour ce qui est des vols habités, la Chine poursuit ses propres objectifs. Elle ne veut certainement pas rentrer dans une alliance qui est de toute évidence entièrement dominée par les États-Unis. Les États-Unis, pour la Station spatiale internationale, c'est un leader incontestable parce qu'ils ont mis les 2/3 des investissements et les autres, bien comme l'Europe, ils font des choses fort intéressantes, mais sous leadership américain. Si vous voulez, le problème pour la Chine, c'est pas tellement... c'est d'éviter d'accepter le leadership des États-Unis. Or, si vous regardez toutes les déclarations des États-Unis ces dernières années, et même bien avant, ces déclarations visent toujours à réaffirmer la prédominance américaine, le leadership américain. Et c'est inacceptable, bien entendu, pour les Chinois. Donc les Chinois ne rentreront pas dans un accord avec les États-Unis, que ce soit pour une station orbitale, que ce soit pour des vols lunaires ou des missions martiennes. La Chine poursuivra son propre programme. Cavalier seul. Alors,
quelqu'un, pour revenir à l'Europe, l'Europe manque-t-elle d'ambition? Pourquoi ne cherche-t-elle pas à développer son propre vaisseau spatial? Et Louis demande que penser des 2 échecs en 2 ans du petit lanceur européen Vega? Bon, oui, l'Europe n'a pas une ambition à la hauteur de ses compétences techniques et de ses talents. Ça, c'est une évidence. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de vaisseau? Encore une fois, on a eu un projet qui était très bien, Hermès, d'ailleurs, avec un avionneur qui jouait un très grand rôle, qui était Dassault, dans ce programme, mais il a été abandonné. Et depuis, je dirais que, vous savez, c'est un peu chat échaudé qui craint l'eau froide. Le fait qu'il y ait eu un grand programme de développement d'un vaisseau spatial habité en Europe, un très beau programme, Hermès, et que ce programme était habité, ça a laissé une énorme rancœur chez beaucoup d'ingénieurs, ça les a découragés. Et donc, l'idée, quand on soulève, alors c'était la France qui était à l'origine d'Hermès, quand aujourd'hui on parle aux responsables de l'espace français des vols habités, eh bien, en dehors de quelques personnes, comme par exemple le patron d'Ariane Espace, Stéphane Israël, eh bien, on se heurte à un scepticisme total. Mais pourquoi on irait faire ça? Donc, l'Europe accepte complètement le leadership américain. L'Europe va participer au programme Artemis. Il y aura très certainement dans les années 2030 des astronautes européens sur la Lune, mais bien entendu, ils iront dans un vaisseau américain sous leadership des États-Unis. Et d'ailleurs, on fait déjà des choses. Le vaisseau qui devrait transporter les astronautes américains autour de la Lune, le vaisseau Orion, a un module de service qui est construit en Europe. Donc l'Europe est un partenaire, mais un partenaire, je dirais, qui est minoritaire et qui accepte très bien la domination américaine. Que penser des révélations récentes de l'ancien directeur du programme spatial israélien concernant une prétendue fédération galactique impliquant les États-Unis et des civilisations extraterrestres? Est-ce de la pure science-fiction? Je pense que oui. Je pense que oui. Sincèrement, donc, je me suis beaucoup intéressé et je m'intéresse encore à ce qu'on appelle le SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Mais j'ai toujours fait une énorme différence entre la possibilité qu'il y ait des civilisations ailleurs dans notre galaxie ou au-delà et le fait que les ovnis soient là, ou que les extraterrestres soient parmi nous et en fait aient un accord avec les Américains ou les Israéliens. Franchement, pour l'instant, enfin même pas pour l'instant, c'est complètement ce n'est absolument pas sérieux. D'ailleurs, je vais revenir une seconde à la question d'avant. Je n'ai pas répondu pour les 2 échecs de Vega. Oui, c'est vrai. Bon, Vega, c'est un petit lanceur qui est venu compléter Ariane, Ariane Espace, mais en œuvre non seulement la fusée Ariane, mais une petite fusée largement réalisée par les Italiens, donc qui s'appelle Vega, et aussi d'ailleurs une fusée russe, la vieille fusée Soyouz, qui est un peu le milieu de gamme. Il y a le bas de la gamme, c'est Vega, au milieu de gamme, c'est le Soyouz russe, et le haut de gamme, c'est Ariane. Alors Vega, franchement, c'est une excellente fusée. Le dernier échec qui a eu lieu, donc il y a peu de temps, eh bien, elle résulte vraiment d'une erreur humaine, une erreur de contrôle de qualité. Elle ne remet absolument pas en cause la viabilité du lanceur dans les années qui viennent, d'autant plus qu'il va y avoir de nouvelles versions. Donc, quant à l'échec d'avant, c'est un échec technique, mais vous savez, au début du développement des opérations d'un lanceur, eh bien, il y a des erreurs qui sont, je veux dire, il peut y avoir des problèmes techniques. On en a eu avec Ariane.
SpaceX en a eu avec sa première fusée Falcon 1. Donc il y a des échecs. Et donc c'est un échec, je dirais, normal, le premier échec de Vega. Le deuxième, c'est vraiment une erreur qui aurait pu être évitée, qui traduit un problème de contrôle de qualité, mais il sera corrigé probablement très vite. Et derrière arrive une nouvelle version de Vega, et même 2 nouvelles versions de Vega. Je pense que Vega est une bonne fusée. Très bien, merci. Nous avons une question du co-auteur de l'ouvrage que vous avez écrit, Le destin cosmique de l'humanité, donc Charles Chatelain, qui l'a écrit avec vous, Alain Dupas, aux éditions Odile Jacob au début de l'année. Sa question, l'avenir de l'humanité dans l'espace est-il plutôt sur d'autres planètes, option Musk sur Mars, ou sur de très grands habitats spatiaux, option Bezos avec les cylindres de O'Neill? Oui, mais écoutez, je pense que c'est... Le problème, c'est qu'il y a très peu de planètes habitables et que Mars est assez limité puisque vivre sur Mars, ça sera quand même pas comme vivre sur la Terre. Hein. Je veux dire, c'est vivre sur Mars, ça serait une vie de troglodyte. Maintenant, j'ai une chose que je constate, c'est que sur notre belle planète, il y a des régions très dures, que ce soit par exemple le nord du Canada, le Groenland, ou le sud de la Patagonie, dans lequel des hommes acceptent de vivre dans des conditions d'environnement très difficiles. Vous avez aussi le Spitzberg, dans lequel vous avez... enfin, je veux dire que l'homme s'installe partout où il peut, même si les conditions d'environnement sont dures. Toutes les conditions ne sont pas aussi favorables qu'elles le sont autour de la Méditerranée, par exemple. Bon. Donc, mais malgré tout, Mars, c'est un endroit. Et d'ailleurs, c'est la philosophie de Musk, c'est de dire on crée une Terre 2.0. La philosophie de Bezos est très différente puisqu'il s'agirait de dire, eh bien, on va créer d'immenses habitats artificiels, quelque sorte des planétoïdes artificiels, dans lesquels on va recréer les conditions qui règnent sur la Terre, avec une pesanteur qui est obtenue par effet centrifuge en faisant tourner d'énormes structures. On va y créer et on va pouvoir y mettre des millions ou même peut-être des milliards de personnes. Et donc on va peupler, si je puis dire, le système solaire d'habitats immenses dans lequel on installera des industries et puis bien plus de monde qu'il y en a sur la Terre. Musk, enfin plutôt Bezos, dit que sur la Terre aujourd'hui, on est de 7 milliards. Hein. Eh bien, lui, il pense qu'on pourrait être des centaines de milliards d'humains, mais l'essentiel vivant dans des habitats cosmiques. Je pense que la vision de Musk est une vision à relativement court terme, 2100. J'imagine assez bien 2100, malgré tout, une grande colonie martienne dont il faudrait qu'elle soit indépendante pour que s'il y a quelque chose arrive sur la Terre, elle préserve la culture humaine, la civilisation humaine. Et je pense que le projet de Bezos correspond beaucoup plus à un projet du millénaire, dans lequel, effectivement, la Terre n'est plus que le berceau de l'humanité et l'essentiel de l'humanité vit ailleurs. Mais bon, j'ai personnellement connu Jerry O'Neill qui a eu cette idée absolument fantastique de colonie spatiale, d'immenses habitats artificiels. C'est une idée très brillante, très séduisante, mais je ne l'imagine pas pour ce siècle. En revanche, je l'imagine éventuellement pour les siècles à venir, parce que la question qui se posera, c'est effectivement, lorsque l'humanité sera en route vers son destin cosmique, ce que je pense profondément, eh bien, où ira-t-elle? Que fera-t-elle? Et d'ailleurs, est-ce que l'humanité restera unique ou est-ce que l'humanité se scindra donc en différentes espèces humaines? Il y a énormément de questions, mais tout ça pour moi c'est au-delà de 2100. Très bien. Et 2 questions sur la Russie à nouveau. La Russie comme puissance spatiale militaire est peut-être obsolète, mais que pensez-vous de la Russie comme puissance spatiale touristique,
sachant qu'elle a envoyé le premier touriste dans l'espace au début des années 2000? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, une question de Paul. À quand le tourisme spatial dont on nous parle depuis des années? Que penser des projets d'hôtels spatiaux ou d'ascenseurs spatials? Bon, alors, donc, oui, la première question, c'est le tourisme. Oui. Bon, j'étais au lancement du premier touriste spatial à Baïkonour. Bon, c'est extrêmement cher parce que c'est du matériel, je dirais, ancien, du matériel datant de temps de la course à la Lune. Un vol d'une semaine dans l'espace, ça coûte 40-50 millions de dollars. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas abordable. Il y a une dizaine de touristes spatiaux comme ça. Ça, c'est du tourisme orbital. On va en orbite autour de la Terre et on rejoint une station spatiale, par exemple maintenant la Station spatiale internationale. Bon, les Russes, de ce point de vue-là, ce qui leur manque, c'est un vaisseau moderne, et ils ne l'ont pas. En revanche, il est clair que le nouveau vaisseau de SpaceX qui s'appelle le Crew Dragon, qui peut emmener jusqu'à 7 personnes, peut emmener pour, je dirais, à peu près 10 millions de dollars par personne, des touristes ou des personnes qui ont des raisons d'aller travailler dans l'espace sur le plan privé. Parce qu'il faut bien voir qu'il peut y avoir aussi, il y a du tourisme, mais il peut y avoir aussi dans l'espace des activités industrielles qui se développent en orbite, qui se développent sur la Lune, etc. Donc ça, c'est SpaceX a déjà un contrat avec une société qui s'appelle Axiom, qui développe des stations spatiales privées pour envoyer des astronautes. Je pense que c'est plutôt dans 2 ans que ça arrivera, vers cette station spatiale privée. Et de ce point de vue-là, le Crew Dragon, c'est du tourisme orbital. Alors après, il y a un tourisme beaucoup moins cher, mais aussi beaucoup moins intéressant d'une certaine manière. C'est le tourisme suborbital. C'est-à-dire là, vous n'allez pas autour de la Terre, mais vous faites une petite... Vous partez verticalement, en gros, vous montez jusqu'à 100 km d'altitude, vous regardez la Terre, c'est beau, et puis vous redescendez. Alors là, il y a 2 projets sérieux. C'est le projet de Jeff Bezos, qui est le New Shepard, et vous avez le projet de Richard Branson, qui est le projet de Virgin Galactic. Donc, ni l'un sont passés au stade opérationnel, mais là, le ticket, c'est plutôt 200 000 $. Mais c'est bon, c'est moins cher, mais en gros, vous avez quelques minutes d'apesanteur, et puis, mais surtout, vous avez cette vision de la Terre qui est assez extraordinaire. Mais très franchement, je pense à partir du moment où il y a des capsules qui permettent d'aller en orbite pour des prix de plus en plus faibles, eh bien, le tourisme orbital n'a pas beaucoup d'avenir. Le tourisme orbital ou les activités en orbite, vous pouvez avoir des studios de cinéma installés en orbite, vous pouvez avoir des hôtels, vous pouvez avoir plein de choses en orbite. Et ça, la révolution, c'est ce dont je parlais à la fin de mon intervention, c'est le Starship. Il faut bien voir le Starship, c'est un énorme véhicule donc, qui est capable d'emmener plus de 100 tonnes en orbite autour de la Terre pour bien moins cher que les lanceurs actuels qui n'ont pas du tout une charge utile aussi importante. Et surtout, le Starship pourrait emmener 100 personnes dans l'espace. Et là, ça veut dire qu'avec un Starship, quand il sera au point pour les vols habités, mettons vers la fin de la décennie, eh bien, le prix du ticket pour aller en orbite, par exemple dans un hôtel orbital, sera moins cher que le prix pour aujourd'hui un vol suborbital, c'est-à-dire de l'ordre de 100 000, 200 000 $. Et donc, c'est vraiment le Starship qui peut tout changer. Même chose, vous pouvez à ce moment-là, avec le Starship, emmener des dizaines de personnes sur la Lune, avoir là aussi des hôtels, plein de choses. Je veux dire que le Starship est tellement révolutionnaire quant à ses capacités et à son coût très faible qu'il peut changer tout et ouvrir
de nouvelles possibilités, en particulier donc pour le tourisme, mais aussi pour toutes les activités que l'on peut faire dans l'espace. Il y a l'idée de développer une économie dans l'espace pour fabriquer un certain nombre de choses dans l'espace compte tenu de l'environnement spatial, en particulier de l'absence de pesanteur, ou bien d'exploiter les ressources lunaires, ou bien d'exploiter des ressources d'astéroïdes. Et là, le Starship change complètement l'équation économique. On se trouve face à un objet qui n'a plus rien à voir avec les systèmes de transport actuels. Alors, qu'est-ce qu'on en fera? C'est difficile de le dire, mais là, une fois que ce système sera là, et je pense qu'il sera là probablement vers 2025, ça change complètement les perspectives. L'accès à l'espace devient vraiment à la portée je dirais, d'énormément de gens. D'ailleurs, pour ce qui est de Mars, je disais, Musk veut transporter beaucoup de gens sur Mars pour créer l'amorce de cette ville, de ces cités martiennes. Il considère que le prix d'un voyage sur Mars ne doit pas être supérieur à 500 000 $. Donc, c'est pas énorme. Hein. Ben, souvent, je reviens à cette comparaison qui avait été faite par un grand physicien qui était aussi un visionnaire de l'espace, qui s'appelle Freeman Dyson. Freeman Dyson avait calculé ce que représentait pour les pilgrims, eh bien, leur voyage vers les États-Unis. Donc, ils fuyaient l'Europe pour des raisons religieuses, mais le calcul qu'avait fait Freeman Dyson montrait que ces personnes qui avaient envie d'aller donc ailleurs, en l'occurrence dans ce qui allait devenir les États-Unis, eh bien, ils avaient investi à peu près la moitié de tout ce qu'ils gagneraient dans leur vie. C'est-à-dire qu'il y a la pulsion humaine à aller ailleurs n'est pas purement économique. Et aujourd'hui, si vous disiez, il y aura des gens qui, si vous leur posez la question, est-ce que vous êtes prêt à investir en gros ce que vous allez gagner, la moitié de ce que vous allez gagner dans votre vie pour aller sur Mars, il y a un certain nombre de gens qui vont répondre oui, et les sommes sont considérables. Les 500 000 $, ça serait effectivement tout à fait à la portée de beaucoup. Mais donc il y a cet aspect-là aussi. Et sincèrement, pour répondre à ces questions, tout va dépendre du succès et des performances réelles du programme Starship. SpaceX, après avoir déjà transformé le transport spatial classique, est en train de vraiment vouloir faire une révolution dans la manière d'aller dans l'espace et donc dans la manière de faire des choses dans l'espace. Et alors, une question d'Iman. Le but final de ces grandes puissances spatiales est-il d'exploiter les ressources de l'espace, et si oui, lesquelles? Oui, je pense que, en tous les cas pour les États-Unis, mais ce sera certainement la même chose pour la Chine, et ça pourrait être la même chose aussi pour nous en Europe. Par exemple, sur la Lune, par exemple, il y a on pense qu'il y a de la glace hydrique dans les pôles, au fond des pôles lunaires, au fond des cratères des pôles lunaires. Si vous avez de l'eau, vous êtes capable de faire des propergoles et de changer complètement l'économie du transport à l'intérieur de ce qu'on appelle la région cislunaire, c'est-à-dire la région de la Terre et de la Lune. D'autre part, il y a des idées sur l'exploitation des astéroïdes en particulier. Certains astéroïdes pourraient être très riches d'un certain nombre de métaux fondamentaux pour l'avenir et pour lesquels les ressources sur la Terre sont peut-être limitées. Oui, il y a l'idée je dirais que l'idée, c'est pas tant d'exploiter les ressources extraterrestres, c'est d'utiliser les ressources extraterrestres dans un premier temps pour faciliter le développement d'une économie dans l'espace et éventuellement plus tard pour utiliser ces ressources sur la Terre même. Mais je pense que ce sera d'abord pour développer une économie dans l'espace, et ça rejoint un peu la philosophie de l'avenir spatial de Jeff Bezos. Merci beaucoup. Il y a des questions sur l'éthique. Quelles conséquences éthiques peut-on attendre de Mars comme Terre 2.0 ? Je pense notamment à notre identité humaine dans quelques milliers de décennies. Y aurait-il une rupture entre les humains terriens et les humains martiens?
Et il y a une autre question, si vous permettez, qui est un petit peu dans ce sens-là. Vous parliez d'une nouvelle civilisation martienne, mais quelles conséquences? Non, mais c'est la même question. Donc, attendez, oui, si vous voulez, l'espèce humaine est tout à fait remarquable dans la mesure où il y a une seule espèce humaine. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a eu effectivement une deuxième espèce humaine qui était quand même très proche du point de vue développement de l'Homo sapiens, qui était le Néandertal. Mais on a une seule espèce humaine. Et cette espèce, jusqu'à présent, a largement résisté à toutes les tentations de faire de la sélection, comme on peut le faire avec les fleurs ou avec les animaux, etc., pour sélectionner certains traits et puis améliorer l'espèce humaine. Dieu merci, ça ne s'est jamais produit. Il y a eu des tentatives, malheureusement, il y en a une qui était le nazisme, bien sûr, au siècle dernier, mais on est resté une seule espèce. À partir du moment où vous partez sur Mars, et où, bon, en même temps, là aussi c'est une question de synergie, de convergence de technologies, vous disposez d'outils qui permettent de faire des manipulations génétiques, donc vous pouvez transformer l'être humain, et bien à ce moment-là, vous pouvez avoir l'idée que pour mieux vivre sur Mars, il faudra mieux transformer l'être humain pour l'adapter aux conditions sur Mars, une gravité plus faible, etc. Donc oui, et puis il n'y a pas que Mars, il y a d'autres endroits dans le système solaire. Donc il n'est pas cette possibilité que l'humanité, mais certainement pas dans un avenir proche. Je dirais que c'est plutôt dans la vision où on aurait envie de quitter le système solaire et d'aller vers d'autres planètes, dites exoplanètes, autour d'autres étoiles, que là, effectivement, l'idée de transformer l'homme, de créer des espèces humaines différentes, peut se poser. Encore une fois, dans le passé, on a toujours résisté, alors que sincèrement, la sélection des animaux, c'est quelque chose qui se pratique depuis les tout débuts de la civilisation. Je pense que de toute façon, ce dont on parle avec Charles dans Destin cosmique de l'humanité soulève des problèmes éthiques considérables, considérables. Alors, une question de Léo qui en découle aussi. Dans un horizon lointain, si Mars permet de devenir une planète B pour sauver l'humanité, ne constitue-t-elle pas aussi le risque de devenir une nouvelle puissance géopolitique qui deviendrait un concurrent de la Terre, de même pour d'éventuelles colonies spatiales? Non, je ne pense pas, parce que la population martienne restera faible par rapport à celle de la Terre, je pense, et de toute façon. En revanche, la question qui va se poser, c'est de l'indépendance éventuelle d'une société martienne. Hein, j'ai tendance à penser que ceux qu'on pourrait appeler les martiens, c'est-à-dire les humains installés sur Mars, vivant sur Mars, se reproduisant sur Mars, ayant des activités économiques sur Mars, avec des échanges avec la Terre, eh bien, ils pourraient décider un peu comme les colonies anglaises, britanniques aux États-Unis, dans ce qui est devenu les États-Unis, se sont pris leur indépendance. Je pense que la question se posera un jour de savoir si une société martienne ne pourrait pas chercher à devenir indépendante. Mais enfin, ça, c'est un modèle possible, mais il peut y en avoir d'autres. Mars peut simplement rester vraiment dans, si je puis dire, dans l'orbite de la Terre, c'est-à-dire toujours être suffisamment lié à la Terre pour que cette question ne se pose pas. Mais donc devenir un concurrent, non. Vouloir devenir indépendant dans les siècles qui viennent, probablement. La tendance à l'indépendance, c'est quelque chose d'assez général.
Ouais. Le projet de terraformation de Mars, bien que nécessitant un fort investissement budgétaire et technologique, vous semble-t-il une piste de colonisation spatiale pertinente dans les décennies à venir? C'est une question d'Alexandre. Ah oui, c'est la terraformation, mais la terraformation, c'est... Bon, là, personnellement, j'aime pas l'idée. Donc, j'ai tendance à penser que c'est pas à Mars de s'adapter à l'homme, c'est à l'humain, c'est aux êtres humains, c'est aux êtres humains à s'adapter à Mars. Mars, c'est une planète superbe. D'ailleurs, vous en voyez régulièrement dans la presse, partout, des images somptueuses envoyées par les robots qui sont aujourd'hui, les rovers qui sont aujourd'hui sur Mars. C'est une très belle planète. Elle a son passé, son histoire, que l'on s'y installe, en particulier dans des villes qui sont souterraines. Forcément, c'est une chose. Qu'on veuille transformer Mars, y créer une atmosphère. Alors certains diront, bah oui, mais Mars dans le passé, il y a plusieurs milliards d'années, elle devait avoir une atmosphère bien plus épaisse, elle ressemblait à la Terre, il y avait des océans, etc. C'est possible, mais Mars a évolué différemment. Donc moi, je pense que d'abord, j'ai de très grands doutes sur la faisabilité. Une planète, c'est quand même gigantesque. Entreprendre des opérations, ce qu'on peut appeler de la macro-ingénierie à cette échelle, je l'imagine pas trop. Sincèrement, si on veut vraiment, je pense qu'à ce moment-là, je préfère la solution de Bezos de faire des habitats artificiels. Personnellement, je pense que c'est pas faisable. Deuxièmement, pas souhaitable. Et puis, la seule planète qu'on peut transformer dans le système solaire, c'est Mars. Une autre planète dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'aujourd'hui, c'est un enfer qui est à sa surface, c'est Vénus. En revanche, Vénus est dans une telle condition, vous voyez, la surface, la température est quand même de 400 degrés, la pression, elle est 100 fois plus forte que sur la Terre, c'est absolument énorme. Vénus, je dirais, ne présente aucun intérêt du point de vue planète. Si on était capable de transformer l'atmosphère de Vénus, de précipiter le gaz carbonique qui constitue l'atmosphère de Vénus, vous savez qu'il y a autant gaz, de carbonate sur la Terre qu'il y en a dans l'atmosphère de Vénus. Enfin, dans l'atmosphère, c'est du gaz carbonique, mais il y en a autant sur la Terre, simplement, c'est dans des carbonates au fond des océans. Donc, Dieu merci, sans ça, la Terre pourrait devenir comme Vénus, hein, c'est-à-dire un enfer abominable. Oui, si on pouvait transformer Vénus, pourquoi pas? La terraformation de Vénus, qui est une idée qu'avait Carl Sagan, pourquoi pas? La terraformation de Mars, j'ai personnellement des réserves profondes. Monsieur Dupas, on a déjà beaucoup pris de votre temps précieux. On va conclure avec une question de Margot. Donc finalement, pour vous, peut-on donc parler de course à l'espace aujourd'hui, malgré cette absence de compétition entre le privé et les agences? Je pense pas. Je pense que l'espace, c'est un domaine d'activité qui a une importance stratégique et économique colossale. Et donc, comme dans tout domaine d'activité d'importance, eh bien, il y a une compétition entre les acteurs. On ne peut pas parler de course, hein, on ne parle pas de course au numérique, hein, on ne parle pas... mais donc, je pense qu'il n'y a pas une course, mais il y a automatiquement les différents acteurs, en particulier la Chine, les États-Unis, et j'espère bien que l'Europe pourrait rejoindre ce groupe, eh bien, ils veulent tirer parti de cet énorme potentiel, je dirais, stratégique et économique de l'espace. Aujourd'hui, on ne peut plus concevoir l'économie terrestre et la sécurité sur la Terre, au sens sécurité-défense,
sans l'espace. L'espace est devenu indispensable, on n'y pense plus. On a tous des GPS partout, dans nos téléphones, dans nos voitures, partout. On n'y pense plus, mais c'est un système purement spatial. On a tous les soirs, sur les écrans, on voit les images des satellites pour la surveillance, pour voir les nuages. L'espace est fondamental pour la vie quotidienne, pour le développement économique et pour la sécurité d'un pays. Donc, je crois qu'il y a une compétition, il y aura des investissements qui seront les agences, c'est une chose, elles ont ouvert la voie, mais aujourd'hui, vraiment, l'espace, c'est beaucoup plus un secteur d'activité dans lequel qui est appelé à évoluer comme a pu évoluer l'aéronautique, par exemple. C'est-à-dire, au départ, l'aéronautique, c'était des investissements étatiques, hein, et c'est devenu un immense domaine commercial et d'une importance militaire considérable, bien sûr, avec les forces aériennes. Eh bien, l'espace, c'est pareil. L'espace va devenir d'abord un champ de compétition commerciale, un champ de développement commercial, en même temps que les pays qui veulent s'assurer une sécurité dans le monde qui vient auront besoin de développer des moyens spatiaux importants. De ce point de vue-là, donc, on peut parler de compétition, mais cette compétition, ce n'est pas une course. Merci beaucoup, Monsieur Dupas, pour cette belle conférence. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le destin cosmique de l'humanité, de Alain Dupas et Charles Châtelain, publié aux éditions Odile Jacob au début de l'année 2020. Et cette conférence a eu lieu en partenariat avec le magazine Diplomatie, qui vient d'être publié récemment autour de la géopolitique de l'espace, le numéro 58. Merci d'avoir été tous aussi nombreux ce soir et toutes mes excuses aux personnes qui ont posé des questions qui n'ont pas pu être énoncées ce soir, mais il y en avait effectivement beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dupas, et puis j'espère que nous aurons l'occasion de vous recevoir à nouveau prochainement. Ben, merci de m'avoir reçu et à votre disposition pour l'avenir. Et merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Merci. Au revoir.